Madame, Monsieur, bonjour. L'activité à laquelle vous allez assister aujourd'hui est vraiment le fruit d'un rêve vraiment profond. Ça fait longtemps que j'espère pouvoir faire arriver cette activité-là au collège, parce que c'est une activité importante. On va parler d'enjeux vraiment extrêmement importants aujourd'hui. On va parler des enjeux énergétiques au Québec. C'est un enjeu qui est relié à tout plein d'autres enjeux, notamment le problème de l'effet de serre, notamment le problème de l'acidification des océans, la balance économique du Québec, évidemment. Mais il y a vraiment toute une série d'enjeux que Patrick va présenter beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, puis qui sont vraiment des enjeux très actuels auxquels il faut qu'on réfléchisse ensemble. Cette activité-là a lieu dans le cadre de la semaine du développement durable du Collège d'Alma. C'est la raison pour laquelle on vous a demandé de présenter votre code permanent à l'entrée, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pour l'ouvrir. Cette activité-là donc, est organisée par un comité, le Comité d'action et de concertation en environnement du Collège d'Alma. C'est donné pour objectif de promouvoir des modèles, un modèle de développement durable pour le collège, un modèle de développement durable auprès de nos étudiants, pour que nos étudiants puissent repartir chez eux, puissent partir dans leur vie en ayant en tête ces enjeux-là pour faire les décisions qui vont être faites dans le futur, et pour participer aux débats politiques qui sont importants aujourd'hui. Pour nourrir cette réflexion-là, on ne pouvait pas faire mieux que de trouver un type comme Patrick Derry. Patrick Derry, qui est un des cofondateurs, qui est le président actuel du groupe de recherche en écologie de la ville. On a la chance d'avoir dans notre région des intellectuels, mais des intellectuels aux mains sales, des intellectuels qui réfléchissent à l'environnement, mais qui ne font pas seulement y réfléchir comme moi, j'ai tendance un peu à le faire, mais qui, eux, contrairement à moi, se mettent vraiment les mains dans la terre pour agir pour vrai, construire pour vrai un modèle avec des vrais exemples. Des exemples qu'on a pu visiter cette année, on a visité les maisons en ballon de paille qui sont construites au grève. C'est vraiment un exemple qui est vraiment fort intéressant. On nous envie cet exemple-là partout dans le monde. Puis on cite certains des travaux qui sont faits par Patrick Derry, d'ailleurs, un peu partout dans le monde, notamment les travaux qui sont faits sur la sénescence du phosphate. Patrick va pouvoir vous expliquer un peu en quoi ça consiste tout à l'heure. On est chanceux d'avoir Patrick Parbidoux. L'enjeu dont il va être question aujourd'hui, c'est un modèle de société que vous avez peut-être vu un peu promu, si vous avez fouillé un peu sur Internet pour voir le passé de Daniel Breton, puis les travaux sur lesquels il travaille en ce moment. Daniel Breton fait la promotion de l'indépendance énergétique du Québec depuis plusieurs années. Bien, s'il peut faire la promotion de l'indépendance énergétique du Québec en s'appuyant sur des travaux solides, c'est parce qu'il peut se fonder notamment sur des travaux comme ceux qui ont été faits par Patrick Derry. Plutôt que de vous en faire longuement l'éloge, je ne pourrais pas faire mieux que de vous présenter. Accueillons chaleureusement Patrick Derry. Bonjour, merci François pour cette présentation. Je vais sans tarder faire ma présentation et d'abord, je spécifierais que personnellement, je suis diplômé en physique et en génie électrique. Je vais spécialisé dans l'énergétique et notamment, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle la prospective énergétique. C'est de regarder qu'est-ce qui se passe dans le futur énergétique, donc à partir d'aujourd'hui et du passé, et voir qu'est-ce qui peut se passer et regarder différents types de scénarios. Et c'est à ce moment-là qu'à un moment donné, on ne peut pas, rendu aujourd'hui à ce point-ci, se concentrer uniquement sur l'aspect énergétique. Donc maintenant, je fais de la prospective un peu dans plein de domaines. Et donc voilà. Si je vais faire, c'est ça que je veux aussi vous dire, c'est que je vais faire une présentation un peu en deux temps, parce que je ne vous le cacherai pas, ma présentation au début, elle est un petit peu, en tout cas, disons, la première moitié est un petit peu, pour beaucoup, elle peut devenir lourde, elle peut devenir pas lourde dans le sens où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, telle chose, bon. Et par la suite, ma deuxième partie va être beaucoup plus sur ce que nous, on a fait justement pour répondre à ces problématiques-là. Donc, notre groupe de recherche qui est situé à Ville-de-la-Baie, maintenant c'est fusionné avec Saguenay. Donc, c'est une OBNL, un organisme à but non lucratif, qui a été fondé en 90. Donc, ça fait 23 ans qu'on roule notre boss. Et notre travail principal, c'est d'essayer de trouver des solutions concrètes pour partir d'une société qui est basée sur des ressources non renouvelables et aller vers une société
où on a des ressources, on utilise des ressources renouvelables. Et évidemment, nous, on est spécifiquement concentré sur ce qu'on appelle les milieux ruraux. On ne parle pas de la ville, on parle vraiment des applications de milieux ruraux. Et aussi, un de nos objectifs, évidemment, c'est de viser la prise en charge des milieux par eux-mêmes. Donc, comment ils peuvent trouver des solutions par eux-mêmes, prendre des solutions, les appliquer, etc. Donc, et nous, on travaille beaucoup sur les aspects de recherche, autant théoriques que pratiques. Et vous allez voir la question pratique à ma deuxième partie de présentation. Au niveau théorique, vous allez voir une partie de ça, mais on fait tellement de choses qu'à un moment donné, c'est pas une présentation, ça sera un cours, faudrait que je donne. Et on fait beaucoup d'expérimentation. Et maintenant, on diffuse et sensibilise, comme on fait aujourd'hui, mais on essaie de plus en plus diffuser ce qu'on a fait depuis 23 ans. On est aussi partenaire de la chaire industrielle en énergie renouvelable du Cégep de Jonquière, qu'on appelle communément la chaire Terre. Et donc, c'est une chaire, c'est les premières chaires industrielles du CRSMG qui ont été allouées l'année dernière, d'ailleurs, dans les collèges. Et aussi, il y a un programme, le programme Terre, donc c'est une AEC, l'attestation d'études collégiales, dans l'énergie renouvelable. Et donc, c'est le programme Terre aussi. Donc, nous, on a aussi un site d'école avec le programme Terre. Un autre aspect qui est fondamental à notre démarche, c'est toute la question technologique. C'est qu'au niveau technologique, aujourd'hui, on a une approche qui est beaucoup plus de technologie, de haute technologie. Donc, aussitôt qu'on a un besoin, on essaie de le remplir avec une technologie qui est complexe, qui est souvent très énergivore, etc. Et ce qu'on essaie plutôt de faire, c'est de partir de la technologie la plus simple possible, puis d'essayer de répondre à notre besoin en augmentant le niveau technologique si on en a besoin, mais jusqu'à atteindre, finalement, à remplir le besoin. Plutôt que de partir de tout avec une technologie complexe. Donc voilà un peu ce qu'on fait rapidement. Un autre truc, comme on est dans le développement durable, juste présenter un peu notre approche de développement durable. Je ne veux pas tout expliquer ce truc-là, mais pour nous, le développement durable, c'est pas seulement les 3 pôles, les 4 pôles, dépendamment de comment on le voit. Nous, ce qui est important ici, puis je le mentionne, c'est l'aspect environnement. Pour nous, l'environnement est une condition au développement et non pas, elle ne peut pas être regardée sur le même pied, par exemple, que l'économie ou le social. C'est vraiment une condition. S'il n'y a pas un environnement qui supporte je dirais la société humaine, bien, la société humaine ne peut pas fonctionner. Ça, c'est fondamental dans l'approche. C'est pour ça que souvent, on va dire, dans certaines approches, on va essayer d'en donner un peu plus à l'environnement, on va essayer de jouer un peu avec les paramètres. On est économiquement, c'est intéressant, bon, ça détruit l'environnement, mais il faut voir si, en fait, si on ne détruit pas l'environnement à ce point qu'on ne puisse plus supporter, finalement, les organisations humaines. Donc, voilà, c'était la petite présentation pour notre groupe. Petite expérience qu'on va faire pour commencer. Il y en a peut-être dans la salle qui pourraient me dire qu'est-ce que ça évoque pour eux. Quand vous regardez ça, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau, disons, plus, je dirais, rationnel. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'être humain n'est pas guidé que par son rationnel, mais beaucoup par son émotionnel. Et quand on regarde ça, il y a des aspects émotionnels et des aspects rationnels. Donc, peut-être qu'il y en a qui pourraient se lancer, s'il y en a qui ne sont pas trop gênés de prendre la parole, mais qu'est-ce que ça évoque un peu cette image? Donc, qu'est-ce que vous voyez, en fait, hormis le fait que c'est des vaches dans un champ, on se comprend, mais qu'est-ce que ça évoque plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui? C'est bon? Et quand tu parlais de technologie simple, ça c'est une étude parce qu'on se donner nos besoins. La vache, tu la traites, tu prends son lait, tu fais plusieurs choses. OK. Sans polluer vraiment. OK. Autre chose? Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non? Bon. Au niveau, je dirais, émotionnel, c'est un peu, entre guillemets, je prendrais le terme de paradis perdu, c'est-à-dire qu'on a un beau champ, on a une belle place, ça, c'est l'information que je vous donne. Okay? L'information que je vous donne, c'est que c'est beau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, pour même pour des gens, c'est un paradis perdu. Okay? Donc, c'est bucolique, c'est une sorte de mots là, qui peuvent venir, mais c'est relativement intéressant. Sauf que ça, je vous ai juste donné cette information-là, mais si je vous situe l'information qui est là, dans son réel contexte, je suis capable d'avoir.
c'est l'endroit le plus contaminé au niveau radioactif de la planète. Okay? En Russie, l'un des pires endroits qu'il y a. Et vous voyez, c'était la petite image qu'il y avait là. Donc, si on a juste une partie de l'information, il est extrêmement difficile de prendre une décision, de voir vraiment c'est quoi la réalité. Donc, même si tout le monde aurait pu être unanime, maintenant sur l'image de tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est unanime avec une opinion que on cerne réellement la réalité. On aborde vraiment la réalité. Et ça, souvent, on le fait inconsciemment. On va aimer beaucoup plus regarder la partie qui est à votre droite, qui est beaucoup plus intéressante, que la partie qui est rajoutée à gauche. Okay? Pourtant, les deux font partie du même portrait. On le sait que toute cette partie-là est contaminée. Mais notre cerveau, souvent, on a tendance à occulter cette partie. Donc, le danger réel actuellement, puis ça, c'est un danger au niveau de la communication, puis ça, on le voit beaucoup dans les médias. Donc, le danger, c'est d'occulter une partie de la réalité, soit par ignorance ou par déni. Là, vous le savez, vous pouvez bien dire, ben non, c'est pas radioactif, c'est un complot, machin, qui dit que ça l'est, mais en réalité, ça ne l'est pas. Mais c'est important de. Moi, je trouvais ça important de vous montrer ce truc-là, parce que c'est sûr que ce que je veux vous montrer, il y a des aspects que vous pourriez voir, vous pourriez dire que je charrie, mais l'idée, c'est vraiment de regarder l'ensemble de la réalité le plus possible, de cerner cette réalité-là le plus proche de la vérité, en fait. Donc, si je rentre ensuite dans ma présentation, donc il y a des aspects actuellement qu'on préfère remettre à plus tard. Si vous voyez, là, j'ai pris cette image-là, c'est pas pour rien. On souffle, on pète la neige par en avant, on se ramasse que la souffleuse, elle ne passera plus. Elle va être jamais là, il n'y aura plus de possibilité. Parce que finalement, on se dit, ben, tant que ça passe, on va souffler la neige, tant que ça passe. À un moment donné, ça va bloquer. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme ça plus tard? Évidemment, une chose extrêmement évidente pour à peu près tout le monde, à part quelques personnes, c'est la question des dérèglements climatiques. Et ici, je parlais de dérèglement et non de réchauffement, parce que le réchauffement suppose que, bon, oui, c'est vrai, la planète en général se réchauffe, mais en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas un réchauffement, il y a un réchauffement global, au niveau de l'air, etc. Mais dans la réalité, c'est un dérèglement du climat. Le climat ne fonctionne plus comme ça fonctionnait et ne fonctionnera plus comme il fonctionnait. Il fonctionnera plus comme il fonctionnait. À la prochaine diapo, je vais vous montrer un peu plus là-dessus, mais il faut savoir donc qu'il y a eu une croissance phénoménale de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On a dépassé 400 ppm en 2012-2013. Donc, problématique, 400 ppm, on était à peu près à 290. Là, on est monté à 400. Vous voyez un peu la courbe qui monte. Et ça a une corrélation assez évidente avec la température. Selon le GIEC, pour éviter des hausses dramatiques de température et des dérèglements encore plus puissants, et là, vous montrez tout à l'heure le graphique pour mieux comprendre, mais on parle de limiter à 2 degrés l'augmentation. Autour du monde, on est actuellement autour de 0,8 degrés, limiter à 2 degrés. Là, où est-ce qu'on ne s'entend pas, c'est que selon le GIEC et bien des organisations, on parle pour atteindre maximum 450 ppm. Sauf que il y a un groupe de scientifiques, notamment Jim Henson de la NASA, qui est un climatologue très connu, qui lui dit non, 350 c'est la limite. Là, on est presque à 400. Donc la problématique est encore plus grave. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que la neige est accumulée, mais là, on est vraiment dans le banc de neige. Là, c'est bien difficile de régler cette problématique-là si on ne vient pas un peu en arrière. Si on n'agit pas de façon encore plus importante que ce qu'on fait, que ce qu'on anticipe de faire. Autre chose, c'est qu'il y en a qui disent ouais, mais dans le fond, quand on regarde les dernières années, il y a eu une diminution de la croissance, pas une diminution de la température, une diminution de la croissance de la température. Et ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que comme il y a eu une augmentation de la consommation de charbon, il y a eu des quantités d'aérosols considérables qui ont été mis dans l'atmosphère. Et ça, vous pouvez regarder dans les dernières nouvelles, là, où est-ce qu'en Chine, on a de la difficulté, il y a tellement de problématiques de smog et de pollution atmosphérique. On se retrouve finalement, c'est des aérosols, donc c'est des poussières, c'est des choses qui se retrouvent en atmosphère. Et là,
la lumière solaire va réchauffer En fait, il y a une partie, il y a 10% à peu près de la lumière solaire dans bien des coins sur la planète qui est réfléchie. À un moment donné, lorsqu'on va arrêter d'émettre des aérosols, on va se retrouver finalement à avoir une hausse assez importante de la température. Donc, le climat, c'est un système qu'on dit non linéaire. Excusez-moi, c'est des aspects de physicien ou de mathématiques, mais il y a un aspect important. Un effet non linéaire, qu'est-ce que c'est? Là, on est dans une phase, disons, plus linéaire. On a une solution, on a une équation ici, et on a une solution à cette équation-là. Ça va bien, on sait pas mal où est-ce que ça se passe. C'est-à-dire qu'au niveau climatique, on s'attend que c'est à peu près autour de ça qu'arrive, quand c'est l'hiver, bon, ben, c'est autour de ça les températures, il y a des variations, etc. Mais c'est autour de ça. Sauf que lorsqu'on ajoute beaucoup d'énergie dans le système, ça c'est dans les systèmes du pendule, ceux qui ont fait de la physique, le pendule comme ça, si on ajoute trop d'énergie, ben, il rentre dans des phases, en fait, ce qu'on appelle de bifurcation. Donc, au lieu d'avoir une seule solution, on se retrouve avec deux solutions. À un moment donné, en rajoutant encore de l'énergie, on se retrouve avec une seule solution. Puis ici, on vient d'atteindre le chaos. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est une forme de chaos particulière, mais n'empêche que l'atmosphère peut arriver, puis même dans une situation comme celle-là où il y a deux solutions, ça veut dire que rapidement, quand on arrive, mettons, en hiver, puis qu'il y a, normalement, on est habitué d'avoir un certain régime climatique, on peut arriver, puis il faut rapidement changer un nouveau régime. Puis, c'est là que c'est difficile. C'est pas seulement ça, je disais que c'est un dérèglement, ils n'ont pas seulement un réchauffement climatique. Donc ça, c'est une problématique importante qu'il faut essayer de bien comprendre. C'est pas juste on va se réchauffer, là, puis ici au Québec, on va être heureux, il va faire plus chaud, puis on va être comme en fait, c'est pas ça du tout. On parle vraiment de choses qui peuvent même aller jusqu'au chaos. Puis habituellement, il y a dans des systèmes comme ceux-là, il va y avoir un amortissement qui va faire réduire la quantité d'énergie, puis on va trouver des nouvelles solutions pour le système climatique. Le climat va se trouver des nouvelles solutions, mais ça ne sera pas nécessairement bénéfique pour nous. Bon, au niveau des dérèglements climatiques, autre chose, au niveau de l'énergie, on sait qu'au Québec, 73% de toutes les émissions de gaz à effet de serre du Québec, c'est dû à l'énergie. 73%. Et de ce 73%, c'est 80%, c'est le pétrole. Okay? Donc, le pétrole est majeur dans notre problématique de réchauffement climatique au Québec et partout ailleurs. Il faut penser aussi que le pétrole, c'est une source d'énergie spéciale. C'est la source d'énergie qui est à la base de toutes les autres sources d'énergie. Vous n'avez pas avoir du charbon aujourd'hui, pensez pas exploiter du charbon sans énergie, sans pétrole. Autrefois, on le faisait.